Podtaf. Podtaf ? Podtaf. Podtaf. Bienvenue dans Podtaf, Le podcast qui te fait découvrir des métiers. Waouh ! Moi, c'est Laura. Et moi c'est Sarah, On a passé la trentaine, on a testé pas mal de métiers. sans jamais trouver le bon. Aujourd'hui, on sait toujours pas ce qu'on veut faire. Alors on est parti explorer les métiers. Pour comprendre ce qu'ils sont vraiment. Et on vous emmène avec nous. C'est parti, Sarah ? C'est parti Laura, t'es prête ? Oui. Et justement, on accueille notre nouvelle invitée du jour. Bonjour Karen, bienvenue sur Podtaf. Peux-tu nous dire quel métier tu exerces ? Alors, mon métier, moi je suis responsable des achats en entreprise. On s'occupe de tout l'approvisionnement des biens et services que nous demandent nos clients internes. J'imagine que tu fais pas ça toute seule. Non, effectivement, donc j'ai une équipe d'une 40aine de personnes. On a une organisation assez classique avec une partie acheteurs. Tous les acheteurs qui sont partagés entre les services professionnels, l'IT et la partie facility management. Et ensuite, on a une fonction support qu'on appelle donc la fonction support procurement excellence, donc sur toute la revue en fait des process, des logiciels également qu'on utilise pour faire fonctionner en fait les achats. Donc on a un ERP en fait qui nous permet de stocker les contrats, d'avoir un database avec tous les fournisseurs qui sont qualifiés pour travailler avec nous. Toute la gestion aussi des appels d'offres. On ne va pas forcément en négociation directe. En fait, on fait des appels d'offres pour sélectionner le meilleur des fournisseurs pour un service donné. Comme on traite quand même 20 000 bons d'achat par an, ça fait quand même des volumes assez importants. Donc, il faut derrière une machine opérationnelle qui surveille que tous les KPI sont bien respectés et qu'on est sur un bon niveau de performance. Alors concrètement, c'est quoi la journée type d'un acheteur ? Alors la journée type d'un acheteur est un peu imprévisible. Alors on a une partie en fait qu'on essaye de planifier. On part avec de bonnes intentions au début de l'année, c'est-à-dire on fait ce qu'on appelle un sourcing plan, donc le plan de sourcing qui va en fait déterminer tous les achats importants qu'on doit mettre en œuvre en fait dans l'année. Donc ça c'est déterminé par deux facteurs. Le premier c'est l'échéance contractuelle. Donc on a des contrats qui ont différentes échéances. Donc par exemple si on est au mois de janvier, j'ai un contrat qui va se terminer au mois de juin. En amont, 2-3 mois avant ou 5 mois avant, ça dépend en fait de la difficulté du contrat. On va préparer toute la renégociation du contrat avec le fournisseur. Et en fait, ensuite, on fait en fin d'année ou en début d'année, pour planifier en fait l'année à venir, on fait des interviews avec tous nos clients internes plus importants pour savoir quels sont leurs besoins. Un service de conseil pour les accompagner sur la gestion de projet, des services informatiques pour un logiciel. Ils vont devoir acheter aussi des licences software pour faire fonctionner ce logiciel. Donc, en fait, on va construire ensemble toutes les différentes étapes qui vont nous permettre d'accompagner en fait le client interne sur ce projet. Et donc, bien évidemment, on va planifier aussi tout ça en amont. Donc, si par exemple le projet doit être en production, on va dire au mois de juin, il va falloir partir assez rapidement, peut-être en début d'année, pour pouvoir mettre en séquence en fait toutes ces choses et être prêt pour partir selon la gestion du projet qui a été déterminée. Et après, il y a toutes les choses qui sont pas prévues. On est sur une journée où on peut avoir une certaine idée de la journée. Et en réalité, on va être appelé par des clients internes qui ont des besoins urgents, qui ont un problème sur un contrat, qui ont oublié en fait de nous engager en amont pour un achat. Et donc du coup, ils arrivent très tard. Donc ils ont un besoin urgent qu'on va essayer d'accompagner. On a des appels de fournisseurs, on a parfois des fournisseurs qui nous proposent de meilleures conditions, à condition qu'on signe avant un certain délai. Donc en fait, tout ça, ça va chambouler tout le planning qu'on avait essayé de faire en fait en début d'année. C'est une équipe bien aimée, les achats, dans une entreprise ? Alors la fonction achat est pas forcément bien comprise. En fait, on est vu parfois comme une étape un peu bureaucratique à passer. Comme on engage un budget, on a quand même une responsabilité vis-à-vis de l'entreprise. On ne peut pas engager un budget sans avoir vérifié toutes les étapes avant ont été correctement accomplies, que le contrat surtout. Le contrat, c'est la chose la plus importante dans les achats. Parce qu'en cas de problème, c'est vraiment le contrat qui va dicter nos droits, nos responsabilités, etc. Et donc, on est vu un peu comme un goulot qui va freiner en fait les projets ou qui va faire perdre énormément de temps. En réalité, c'est pas du temps perdu, c'est du temps vraiment qui est investi pour mettre l'entreprise dans les meilleures conditions de sécurité et de compliance vis-à-vis des achats. Et selon toi, pour être un bon acheteur, il faudrait quoi comme compétences ? Alors, il y en a plusieurs. Beaucoup de soft skills donc sur la communication, parce qu'en fait, nous, on est un peu les commerciaux en interne des fournisseurs. Et on doit aussi être un peu des gardiens du process, mais de manière intelligente, sans que ce soit trop rigide. Donc, bien communiquer sur ces différents aspects. Il
Il faut être organisé, il faut être multitask parce qu'en fait, le travail d'acheteur est fait d'une multitude de petites activités. Donc, faut pas perdre le fil, faut être bien organisé en fait et bien comprendre où on se trouve au niveau du processus. Et faut être assez persuasif aussi parce que souvent, il faut toquer aux portes de tout le monde pour avoir ces différentes approbations en amont. Il faut être un peu inventif aussi, je pense. Faut pas avoir peur d'être curieux et de comprendre, en fait, de rentrer dans le contenu de ce qu'on achète. Il faut toujours se tenir au courant, je pense, de son secteur d'activité, de cette catégorie, pour savoir quelles sont les nouveautés, s'il y a des évolutions. Si aussi, parfois, il y a des implications au niveau macroéconomique, parce que par exemple, on a subi de plein fouet tout ce qui était inflation. Comment ça se traduit, comment l'inflation d'un certain pays ou d'une certaine zone peut se traduire sur son achat, et comment aussi donner des arguments vis-à-vis du fournisseur pour mieux négocier. Parce que c'est pas parce qu'il y a une inflation de 8% que notre achat va forcément être impacté de 8%. Il faut avoir aussi les arguments pour contrecarrer ce genre de demande de la part des fournisseurs. Et en hard skills, du coup, qu'est-ce qui est nécessaire? Alors, hard skill, donc ça dépend dans quel domaine on travaille, bien évidemment. Si on est dans la catégorie informatique, c'est pas mal quand même d'avoir des notions de base sur ce qu'est un logiciel, comment fonctionnent des licences, comment fonctionne un projet informatique, quels sont les différents interlocuteurs. Une autre qualité qui est aussi indispensable, c'est la partie analytique. Donc, de bien se préparer à sa négociation, de bien connaître ses chiffres, de ne pas être surpris, en fait, d'envisager en fait en avance différents scénarios de négociation. Donc, d'avoir un plan B, en fait, si il faut essayer de se forcer à deviner ce que le fournisseur va pouvoir nous répondre et donc rebondir ensuite sur différents scénarios de négociation. Donc, on a toujours un scénario préféré, un scénario un peu moins bon, un worst scénario. Et si on est un peu dans l'impasse, il vaut mieux interrompre la négociation, prendre un peu son temps de réfléchir, débriefer en interne, réélaborer ses scénarios et après on retourne sur la négociation. Il ne faut pas prendre de décision, je pense, dans le feu de l'action qui pourrait effectivement nous mener à commettre ensuite des erreurs importantes. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier au quotidien et qu'est-ce que tu trouves plus limitant? Alors, ce qui est limitant, on va commencer par ça pour finir sur une note positive, ce sont les process internes. On a énormément de steps de validation. Ça peut être un peu frustrant parce qu'en fait, on dépend d'énormément de personnes en fait avant nous. On peut très bien avoir négocié un prix ou avoir terminé un appel d'offres, mais en réalité, tant que toutes les étapes précédentes n'ont pas été conclues, nous, on n'est pas dans la capacité en fait de valider l'achat. Donc ça veut dire toute la partie contractuelle, la partie sécurité, etc., la partie compliance, et ça dépend pas vraiment de nous. Après, la partie satisfaisante, je pense, c'est quand on arrive justement quand on a des compliments en fait du client interne qui dit, qui peut-être au départ ne voulait pas faire un appel d'offres parce qu'il pensait que ça allait être trop long, etc. Et qu'en réalité, on a été très réactif, qu'on lui a apporté une bonne économie sur son budget, qu'il a un fournisseur peut-être auquel il s'attendait pas forcément, et qui finalement lui a fait une bonne proposition d'un point de vue qualitatif, et qui au final est content et peut-être même 6 mois après dit ah bah merci de nous avoir supporté sur cet achat ou sur ce projet, ça s'est bien passé, on est content du fournisseur, on voudrait faire quelque chose d'autre avec. Et donc là, je trouve ça intéressant de pouvoir proposer quelque chose qui va vraiment montrer notre valeur ajoutée dans le processus d'achat. Comment vois-tu ton métier évoluer sur les prochaines années? L'innovation, l'intelligence artificielle sera vraiment un must. On a énormément de données également. Donc moi, je suis partie en fait avec un triptyque, c'est-à-dire que je suis partie des données, des chiffres qu'on avait, parce qu'on a énormément de chiffres en fait. Donc on a construit tout un database avec tous les chiffres des achats pour avoir une vision claire en fait de ce qu'on achetait, où on l'achetait, avec qui, etc. Et faire aussi des prévisions sur ce qui peut se passer dans les prochaines années. Toute la partie business intelligence est vraiment essentielle. Donc ça, c'est vraiment la base sur laquelle ensuite on peut construire les autres choses. Donc en fait, les données m'ont permis à la fois de réorganiser l'équipe, donc en faisant du right sizing, donc c'est-à-dire allouer un juste nombre d'activités par personne en fonction des charges de travail. Donc ça, c'est vraiment les données peuvent parler, délivrer énormément d'informations. La seconde chose, ça a été l'automation. Automatiser en fait des tâches qui sont à basse valeur ajoutée. Par exemple, l'émission des bons d'achat avec les technologies d'automation, c'est très facile à automatiser. En fait, j'ai un robot maintenant qui reproduit toutes les actions en fait de l'acheteur et qui permet de faire sortir un bon d'achat de manière immédiate et sans intervention humaine. On le faisait sur les bons d'achat en dessous de 200 000 euros et ensuite on a libéré complètement le robot sur n'importe quel montant. C'est plutôt de libérer du temps pour les acheteurs pour qu'ils le dédient ensuite à des activités plus intéressantes, de négociation, de dialogue avec les clients internes ou avec les fournisseurs.
L'intelligence artificielle, nous, on l'utilise à la fois sur la compréhension des documents, parce qu'on a énormément de documents de contrat. Donc, ça nous permet en fait de lire un document ou de l'interpréter ou de l'interroger avec une application basée sur l'IA. On utilise aussi l'IA pour faire des analyses massives. Donc, en gros, on donne en fait en pâture à l'IA un certain nombre de contrats et on va pouvoir ensuite analyser les prix qui ont été appliqués par nos fournisseurs de manière massive. Donc, au lieu de le faire manuellement et de reporter dans un fichier Excel les différents prix, l'IA nous extrait en fait toutes ces données et nous les restitue sous forme de tableaux qu'on peut ensuite utiliser à notre guise. Donc ça, c'est vraiment un outil de négociation qui est à disposition des acheteurs pour avoir plus de transparence en fait sur les prix qui sont pratiqués. Est-ce qu'on pourrait parler de ton parcours pour les jeunes qui voudraient faire ton métier? Dans quelle école as-tu été par exemple? Alors, j'ai un parcours un peu atypique parce qu'en fait, moi, j'ai un master d'histoire de l'art. Donc, j'étais pas vraiment partie pour faire une carrière en entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc, j'étais passionnée d'histoire de l'art, donc j'ai fait ce parcours à la Sorbonne. Et ce qui m'a fait changer d'avis, en fait, c'était que les débouchés étaient quand même assez limité. Soit je m'orientais vers la recherche, mais en ayant fait déjà 2 mémoires pendant 3 ans, voilà, c'est un métier assez solitaire et assez confidentiel aussi sur les sujets sur lesquels on travaille. Donc finalement, c'était pas ce à quoi je tendais de manière professionnelle, voilà, pour une carrière. Et sinon, il y avait toute la partie, donc soit commerce de l'art ou muséologie, musée. Sachant que c'est très très difficile, il y a très peu de place, c'est sur concours. Disons que les chances pour y arriver étaient assez minces. Du coup, j'ai décidé de me reconvertir et de faire un master en commerce international dans une école de commerce à Paris qui s'appelle l'ESG. Donc ça s'est bien passé et ça m'a permis ensuite de postuler pour une compagnie aérienne qui était basée en Italie, donc à la direction commerciale. Et en fait, j'ai fait le levier sur le fait que j'étais trilingue, donc en anglais, italien et français. Les langues m'ont beaucoup aidé finalement pour ce genre de parcours. J'ai fait ensuite un passage dans une banque, toujours à la direction commerciale, et ensuite dans le conseil. Donc j'ai passé 5-6 ans dans le conseil, et de fil en aiguille, en fait, de projet en projet, je suis arrivée à la direction des achats informatiques. Et donc c'est comme ça que je suis en fait arrivée dans le parcours des achats informatiques au début. Entre-temps, j'ai fait quand même un autre master, donc un MBA au Politecnico de Milan. Ça me permettait aussi de mettre un peu le pied à l'étrier en Italie, de connaître des gens sur place. Donc voilà. J'aime bien étudier, donc du coup. Et est-ce que dans ton métier de négociatrice de contrat, est-ce que ça t'a apporté des choses sur ton aspect vie personnelle? Pour des achats perso ou la façon dont tu interagis? Est-ce que ta manière de consommer est différente? Je négocie pas forcément, parce que ça dépend. Enfin, je veux dire, le contexte ne se prête pas forcément à la négociation. Carrefour. Voilà, au supermarché. Donc ça, voilà, je le fais pas forcément non plus. J'ai un petit peu plus d'attention peut-être sur certaines choses. Et est-ce que tu trouves que tu as appris à être douée en négociation ou est-ce que tu as toujours eu ça en toi? En fait, ça s'apprend. J'étais pas une négociatrice chevronnée, on va dire, quand j'ai commencé. Mais en fait, ça s'apprend. Je pense qu'il y a vraiment 2 types d'acheteurs. Il y a ceux qui sont très décomplexés, on va dire. Ils ont vraiment un objectif d'économie. Ils veulent avoir un discount énorme. Donc, ils vont être très acharnés sur la partie commerciale. Moi, je suis plutôt attentive à la partie contractuelle. Donc, effectivement, il faut qu'on soit dans le budget, qu'on ait un gain en fait sur la négociation. Ça va sans dire. On va dire que c'est quand même la base de notre métier. Mais je suis très attentive à la partie contractuelle parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, c'est le contrat qui fait foi. Bizarrement, mes études d'histoire de l'art, au-delà de l'aspect artistique, en fait, c'est vraiment histoire de l'art. C'est-à-dire, c'est un travail de recherche, c'est un travail très précis sur les sources. Donc ça m'est resté. Dans l'analyse de texte, je suis très précise en fait sur cet aspect-là. Est-ce que tu fais ce métier pour la gloire ou pour la fortune? Alors, c'est une bonne question. Peut-être ni l'un ni l'autre, dans le sens où j'essaie toujours de trouver quelque chose d'intéressant à faire de ma journée, parce qu'on est quand même là on travaille tous pour avoir un salaire à la fin du mois, bien évidemment, mais si on peut rendre cette journée un peu intéressante, enrichissante, c'est beaucoup mieux. Donc moi, j'ai la chance, en fait, déjà de manager une équipe d'une 40aine de personnes, donc il y a un côté humain quand même qui est très important, un côté managérial et organisationnel. On a un impact quand même sur la vie quotidienne des personnes qui travaillent avec nous et faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Je suis convaincue qu'une équipe qui est de bonne humeur et qui met du sens dans ce qu'il fait rendra de meilleurs résultats et ce sera plus satisfaisant pour tout le monde. Ça crée aussi
une ambiance un peu plus positive. Après, voilà, il y a les satisfactions qui sont quand on termine un gros projet, qu'on a signé un bon contrat. Effectivement, voilà, on est content d'avoir terminé quelque chose avec le meilleur résultat possible, de mettre de la qualité en fait dans ce qu'on fait. Et peut-être une dernière question qu'on a bien posée. Quel métier t'aimerais découvrir par PodTaf? Alors moi, j'avais une première passion avant l'histoire de l'art, c'était les métiers techniques du cinéma. Tout ce qui est habilleur, maquilleur, script, décor de cinéma, effets spéciaux, bruiteur. Défi accepté, bien évidemment, les métiers du cinéma, on adore. Je te remercie Karen, c'était vraiment très intéressant. On en sait désormais bien plus sur les achats qu'on aurait pu imaginer. Et pour vous qui nous écoutez, on adore les défis à PodTaf. Si vous avez un métier que vous aimeriez nous faire découvrir ou que vous voulez qu'on vous fasse découvrir, écrivez-nous sur notre boîte mail podtaf.lepodcast@gmail.com ou via nos comptes Instagram, Facebook ou LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode de PodTaf, le podcast qui te fait découvrir les métiers. Quel est ton métier? En fait, j'ai aucune idée de comment ils font ce métier. Ça tourne! PodTaf, PodTaf, PodTaf. Tu parles si bien, sans filtre. On dit tout. C'est nous. Coupé!